la deuxième séance de formation Alpha. Mon nom est Marie-Astrid. Et moi, je m'appelle Talina. C'est vraiment un privilège pour nous de vous accompagner dans les séances de formation. Quand j'étais plus jeune, Marie-Astrid, j'écoutais les émissions de recettes avec les grands chefs qui nous apprenaient à cuisiner. Puis là, je m'imaginais en train de préparer des gâteaux puis d'enseigner à tout le monde comment faire. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est différent, mais c'est comme si de former puis de préparer les séances de formation, c'est comme un peu réaliser mon rêve d'enfance. Je suis bien contente que tu réalises ton rêve d'enfance, Talina. Et je suis surtout contente, non seulement parce que Talina réalise son rêve d'enfance, mais parce qu'aujourd'hui, on va parler des petits groupes. Je suis persuadée que vous allez faire un super travail et que vos participants vont beaucoup apprécier vos groupes Alpha. Quand j'étais au secondaire, quelques amis et moi, on a commencé un groupe, puis on avait invité les étudiants à venir après l'école pour jaser de la vie, de la foi, de Dieu. Puis je me rappelle que la première semaine, mon amie Émilie était venue, puis elle avait dit devant tout le groupe « Moi, je ne crois pas en Dieu parce que c'est stupide. » Puis mon premier réflexe, ça a vraiment été de me mettre sur la défensive, puis au contraire d'essayer de convaincre tout le groupe que non, c'était pas stupide de croire en Dieu. Mais heureusement, je me suis souvenue de la formation Alpha sur les petits groupes, puis au contraire, je suis allée en sens inverse, je l'ai remercié pour son partage, puis j'en ai profité pour demander au groupe ce qu'il en pensait. Eh bien, 6 semaines plus tard, le même sujet de discussion est revenu, a fait surface, puis là, cette fois-ci, sa réponse, elle a été vraiment différente. Elle nous a expliqué qu'elle ne croyait pas en Dieu parce que quand elle était jeune, ses parents s'étaient chicanés tellement fort que la police avait dû intervenir et venir à la maison. Là, elle était montée dans sa chambre en vitesse, puis elle s'était mise à supplier Dieu que son père ne parte pas avec les policiers. Mais malheureusement, son père est parti avec les policiers. Vous voyez, cette fois-ci, sa réponse était vraiment différente. Elle s'était ouverte parce que je pense sincèrement qu'on avait pu créer une relation d'amitié et de confiance. Je lui ai dit que j'étais super désolée d'apprendre ça, puis que je ne savais pas non plus, en fait, pourquoi Dieu n'avait pas répondu à sa prière, du moins comme elle l'espérait. Puis là, à ce moment-là, les autres participants se sont mis à raconter des histoires quand même similaires, puis on dirait que notre groupe a pris un nouvel envol, un nouvel essor. Même à 16 ans, je me souviens d'avoir appris que chaque personne a son histoire, a son bagage, puis que la vie, c'est un parcours. Puis que c'est souvent quand les gens ils se sentent écoutés et aimés qu'ils se sentent à l'aise de partager honnêtement des détails sur leur vie. C'est pour cette raison-là qu'on fait des groupes Alpha, pour permettre à nos amis d'avoir un endroit où ils peuvent non seulement entendre l'Évangile, mais aussi partager ouvertement avec les autres. Alpha est un dialogue et non un monologue. C'est beaucoup plus que de présenter une vidéo. Les vidéos présentent des aspects clés de la foi chrétienne, tandis que les petits groupes, eux, ils visent à donner aux participants l'occasion de partager leurs croyances puis d'en discuter ensemble. Oui, les petits groupes de discussion, c'est le cœur même d'Alpha. Peu importe le rôle que vous allez jouer dans l'équipe, la formation d'aujourd'hui va vous aider à savoir comment démarrer un petit groupe Alpha. OK, on coupe encore ici. C'est encore moi, Jean-François. Je suis encore un bon ami de Talina et Marie-Astrid. Je vous ai pas trop dérangé. J'ai pensé vous donner quelques petits détails de plus pour vos groupes Alpha. La taille idéale pour un groupe de discussion, généralement, c'est entre 8 et 12 personnes, incluant les animateurs et les assistants. Vous pouvez aussi faire un petit groupe avec quelques-uns de vos amis ou s'il y a beaucoup de monde dans votre église, par exemple, qui participe, vous pouvez faire 50 petits groupes, ce n'est pas un problème. Chaque semaine, les participants mangent ensemble. Ils s'installent ensuite pour un exposé. Puis ensuite, c'est le temps de discussion. Sauf si vous faites la série d'Alpha Jeunesse. Le fonctionnement est un petit peu différent. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie-Astrid et Talina? Je fais-tu ça pas pire? Ouais. Je vous ai peut-être un peu figé dans le temps. Ouais. Mais j'aimerais ça avoir un peu plus de feedback. Si vous pouviez, mais ouais, c'est un peu de ma faute. Chaque petit groupe devrait avoir un animateur et un assistant. C'est là que vous intervenez. Si vous êtes ici, j'en conclus que c'est parce que vous êtes intéressé à animer un petit groupe ou à être un assistant. Maintenant, on ne parle pas ici de responsable de petits groupes, mais on parle d'animateur ou d'assistant. Vous voyez, la distinction est importante. Parce que dans Alpha, ce n'est pas une étude biblique, mais c'est une discussion. Celui qui l'anime, ce n'est pas un enseignant, mais plutôt un facilitateur de discussion. Son rôle, c'est de faire en sorte que chacun se sente accueilli et inclus dans la conversation. À ce point-ci, vous vous dites probablement « JF, c'est tellement clair cette histoire-là. » Je comprendrais tout à fait votre réaction.
Mais il y en a peut-être qui se disent aussi, pourrais-tu définir un peu plus la différence entre un animateur et un assistant? Ben, justement, j'ai préparé un petit quelque chose pour vous. Merci. Vous êtes prêts? Parfait. Si vous êtes l'animateur, comme votre nom le dit, vous êtes celui qui anime la discussion du petit groupe. Si vous êtes l'assistant, votre rôle à vous, c'est d'aider l'animateur du petit groupe à rendre l'expérience la meilleure possible. Quand arrive le temps de la discussion, les assistants doivent laisser l'animateur faire son travail et eux écouter. C'est vraiment important. Vous voyez en ce moment, Marie et Talina font vraiment bien le travail. Ils écoutent. OK? Prenez une petite pause ici. Prenez quelques minutes pour en parler ensemble. C'est quoi le rôle de l'animateur et de l'assistant? Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour rendre l'expérience du parcours alpha la meilleure possible? On veut vous donner des conseils utiles pour l'animation d'un petit groupe. Mais je veux juste que vous sachiez qu'on n'est pas encore des pros. L'animation d'un petit groupe, c'est pas une science exacte avec un protocole fixe. C'est plus comme un art. Ça dépend des gens. Mais au travers les années, on a acquis des trucs qu'on aimerait partager avec vous. On les a regroupés autour de 3 principes spécifiques. Quand vous pensez à animer et assister à un petit groupe, souvenez-vous de ces 3 pratiques-là. 1. Les animateurs et assistants aiment. 2. Les animateurs et assistants discutent. Et 3. Les animateurs et assistants prient. Premièrement, aimer. Avez-vous déjà été à une fête ou chez un ami d'un ami d'un ami que vous connaissez personne? Essayez de vous mettre dans la peau d'un participant alpha qui vient pour la première fois. Ça peut être vraiment intimidant, malaisant. Surtout si vous n'avez jamais participé à ce genre d'activité-là avant. J'ai déjà entendu l'histoire d'un participant qui s'était rendu à l'endroit où il y avait le groupe alpha, puis qui avait juste stationné son auto devant la maison, puis qui avait attendu une demi-heure à juste regarder les gens rentrer, voir s'ils étaient normaux. Après, finalement, il avait vu que le monde avait l'air normal, puis il a décidé d'entrer. Certaines personnes peuvent se dire « Est-ce que je vais être la seule personne dans le groupe à pas nécessairement croire à toutes ces affaires chrétiennes ?» En tant qu'animateur, c'est votre objectif de faire de votre petit groupe un lieu où les gens se sentent respectés et aimés, peu importe leurs opinions ou leurs croyances. Dans chaque session alpha, le groupe commence avec le repas. C'est là qu'on connecte avec les autres, qu'on apprend à mieux les connaître. Après la présentation vidéo, les discussions vont aller en profondeur naturellement. Donc, si possible, pendant le repas, gardez les discussions très simples. Parlez de autre chose que les croyances. Chaque semaine, arrivez avant les participants pour pouvoir les accueillir et les présenter les uns aux autres. Assurez-vous qu'ils se sentent comme chez eux. Les assistants prennent le temps de s'informer à l'avance à propos des participants s'ils ont des allergies alimentaires, mais aussi et surtout de terminer à l'heure pour respecter l'horaire de tout le monde. Absolument. Comme animateur et assistant, on n'a pas besoin d'être des experts, on a juste besoin d'être là pour les aimer. Parfois c'est facile, mais d'autres fois c'est un défi. Comme mon ami Albert, que j'ai mentionné dans la première formation. Peu importe qui est dans notre groupe, l'important c'est de bâtir des amitiés. Notre travail, c'est d'aimer chaque participant que Dieu a amené à notre table. On a demandé un jour à David Ford, c'est un professeur de théologie à l'Université de Cambridge, quel était le mot qui revenait le plus souvent et qui était le plus important dans l'Évangile de Jean. Puis il a répondu « Amis ». Jésus a dit « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous ai appelés mes amis ». Les gens vont assister à Alpha pour une foule de raisons différentes. Mais la raison principale pour laquelle ils vont revenir, ça va être les amitiés qui vont s'être faites. Effectivement, des amitiés, ça prend du temps à se développer. Et elles se développent par l'amour, la confiance et le respect l'un de l'autre. Certaines discussions vont vous sembler avoir été un fiasco total. Souvent, pendant la première rencontre, il va y avoir des moments malaisants. Mais il ne faut pas se décourager et surtout, il ne faut pas abandonner. C'est tellement normal, ça fait partie du processus. Bâtir des amitiés, on l'a dit, ça prend du temps. Vous allez voir, c'est incroyable de voir ce qui peut arriver dans un groupe en seulement 10 semaines. À la première semaine, la semaine 1, un groupe qui peut avoir l'air d'avoir absolument rien en commun
peut avoir développé des amitiés tellement profondes et sincères à la semaine 10. La dernière rencontre est souvent difficile. Des amitiés solides se sont formées et personne ne veut que les rencontres arrêtent. Un bon animateur de groupe aime et discute. Les petits groupes sont un lieu propice à la discussion et les animateurs sont là pour inciter les gens à la conversation. Souvent, dans le contexte de petits groupes, les responsables vont agir un peu comme un enseignant. Mais dans les groupes alpha, les animateurs ne sont pas là pour enseigner. Effectivement, l'enseignement a lieu durant la présentation et le petit groupe est l'endroit où les participants peuvent partager leurs opinions. C'est un endroit où ils devraient se sentir libres d'être en accord ou pas et d'explorer la foi chrétienne à leur propre rythme. Résistez à la tentation de faire une autre présentation, même si c'est juste un court monologue. Si vous avez déjà enseigné des petits groupes auparavant, ça se peut que ça vous fasse un peu bizarre au début de laisser les autres parler puis prendre leur espace. Mais après un certain temps, faites-vous-en pas, vous allez vous habituer. Les meilleurs animateurs et assistants sont ceux qui ne parlent pas beaucoup, mais au contraire qui écoutent beaucoup. En effet, le petit groupe est le lieu où les gens réfléchissent sur la présentation, approfondissent leur propre raisonnement et découvrent ceux des autres. Notre travail comme animateur et assistant, c'est de faciliter la conversation de manière la plus simple et authentique que possible. Hey, c'est encore moi, Talina, Marie-Astrid. Ça se passe bien? Je suis un fan, vraiment. Ils font ça vraiment super bien. Hein? Sérieux, je pense qu'on est vraiment rendu dans une partie intéressante ici. Marie et Talina vont vous expliquer plus en détail comment animer votre petit groupe alpha. Mais avant, arrêtez-vous quelques minutes pour en discuter un petit peu entre vous. Posez-vous des questions comme, par exemple, qu'est-ce que vous allez faire si votre première question ne fait pas vraiment réagir les gens? Comment est-ce que vous allez stimuler les conversations? Hein? Comment est-ce que vous allez, par exemple, aider une personne qui ne parle pas beaucoup à prendre sa place dans la conversation? Ou comment est-ce que vous allez gérer une personne qui parle trop? En gros, comment est-ce que vous allez faire pour susciter une conversation ouverte, honnête et respectueuse? OK? C'est le temps de jaser. On a rassemblé pour vous nos 6 meilleurs conseils pour faciliter une discussion. Premier conseil. Marie, excuse-moi de t'interrompre. C'est que j'avais pensé qu'on pourrait mettre un nouveau concept, tu sais, quelque chose de plus punch, genre conseil numéro 1. Puis là, tu sais, le chiffre apparaîtrait, là, tu sais, comme numéro 1. OK, ça peut te faire plaisir, Talina, on va faire ça. OK, check-moi bien aller. Conseil numéro 1. Poser des questions ouvertes. Par exemple. C'était bon, hein? J'étais vraiment bonne. Ouais. Par exemple, à la première rencontre, au lieu de poser la question « Croyez-vous en Dieu ?», à laquelle la réponse est oui, non ou peut-être, vous pourriez dire « Si Dieu existait et que vous pouviez lui poser une seule question, quelle serait-elle » Ou encore, à la troisième rencontre, au lieu de poser la question « Avez-vous besoin de pardon ?», vous pouvez dire « Selon vous, qu'est-ce que c'est le pardon ?» Ou encore « Comment qu'on se sent quand on pardonne quelqu'un ?» On a préparé un guide de discussion pour chaque séance avec des questions pour stimuler la conversation. Conseil numéro 2. Soyez une source d'encouragement. Les animateurs et les assistants encouragent les participants à partager différents points de vue. L'objectif d'un petit groupe ne consiste pas à veiller à ce que tous les participants soient en accord les uns avec les autres. En fait, l'objectif consiste à avoir une conversation qui est honnête et qui encourage tous les participants à se sentir écoutés et à l'aise pour poser des questions et partager leur point de vue. J'ai observé que les gens, parfois, hésitent à s'ouvrir. Certains se demandent comment leurs idées vont être perçues. Ils peuvent aussi pas vouloir sembler critiques ou encore, ils ne veulent pas offenser personne. Lorsque vous lancez une question groupe, une façon très facile d'encourager les participants à partager consiste à les écouter de manière intentionnelle, à les remercier pour leur partage et à rappeler aux autres qui n'auraient pas parlé qu'il n'y a aucun problème à ce qu'ils n'aient pas parlé. Vous ne serez probablement pas d'accord avec tout ce qui va être dit, mais ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas leur montrer votre intérêt véritable pour ce qu'ils pensent. Conseil numéro 3.
c'est vraiment le fun de faire ça. Ouais, j'aime beaucoup le troisième conseil en passant. Ok, c'est bon, tu peux le faire. Mais non, vas-y. Non, OK. En fait, le conseil numéro 3, c'est soyez vous-même. Être soi-même consiste à faire confiance à Dieu qui peut utiliser vos forces et gérer vos faiblesses. Puis en plus, qui veut que vous ayez un impact dans la vie des autres. Souvent, l'inquiétude principale que les gens ont par rapport à être un animateur ou un assistant alpha est la suivante. Et si je ne connaissais pas les réponses aux questions que les gens vont poser? Être soi-même s'avère la meilleure des politiques pour le groupe. Si vous ne connaissez pas la réponse, ne vous en faites pas. Dites tout simplement « je ne sais pas ». Et ça va être très rassurant pour les participants de votre groupe. Ça va leur communiquer que chaque personne se trouve sur son propre parcours sur le plan de la foi. Et ça nous amène au conseil numéro 4. Le conseil numéro 4, c'est vraiment un défi. Ne répondez pas à toutes les questions. Je me souviens, quand j'ai fait la formation alpha la première fois, j'étais un peu confuse parce que le formateur m'a dit « ne répondez pas à toutes les questions ». Je disais « voyons donc, qu'est-ce qu'il veut dire ?» Je pensais que justement le travail d'un animateur, c'était d'aider les participants à trouver les réponses. Ce que j'ai découvert, c'est que lorsque l'animateur de ce petit groupe a les réponses à tout, il devient alors le maître de vérité. Et cela met fin à la conversation. Si quelqu'un remet en question la légitimité des Écritures ou encore qui pose une bonne question comme « Pourquoi Dieu y permet le mal de se produire ?» il faut résister à la tentation de répondre à la question. Plutôt, demandez aux autres personnes du groupe ce qu'ils en pensent. Bien entendu, il y a des moments où vous pouvez participer à la conversation par de courts commentaires, mais il est préférable de tirer les réponses des participants. De nouveau, nous devons faire confiance au processus de laisser les gens articuler ce qu'ils croient. Parfois, les gens ne peuvent pas trouver la clarté lorsqu'ils parlent. Il se peut qu'ils ne sachent même pas ce qu'ils croient, et le groupe leur donne cet espace pour s'en rendre compte. Si quelqu'un vous pose une question directement comme « Pourquoi est-ce que tu es un chrétien ?» ou encore « Qu'est-ce qui t'a convaincu ?» il ne faut pas non plus avoir l'impression que vous ne pouvez pas y répondre. Votre réponse, en fait, elle peut être super utile pour les autres participants. L'idée derrière, c'est de passer le moins de temps possible sur votre réponse. Vous pouvez répondre quelque chose du genre « je vais te donner une version courte de mon histoire, mais si ça t'intéresse, plus tard, je pourrais te raconter la version complète. » Exactement. En général, on encourage les animateurs à poser des questions et non à répondre aux questions. Mais il y a certaines exceptions. Par exemple, si une personne pose la question « Il y a combien d'évangiles ?» Vous n'avez pas à répondre « Qu'est-ce que les autres en pensent ?» Vous pouvez juste simplement répondre « Il y en a 4. » Ouais. Si quelqu'un demande « Où sont les toilettes? » répondez pas « Qu'est-ce que les autres en pensent? » Ça peut être urgent. Indiquez-lui où sont les toilettes, tu sais. Conseil numéro 5. N'ayez pas peur du silence. Parce qu'il n'y a rien de pas correct avec le silence. Certaines recherches indiquent... Certaines recherches proposent qu'une personne aurait besoin de réfléchir environ 6 secondes avant de répondre à une question, spécialement si les questions sont plus profondes. Parfois, les gens ont besoin de temps pour digérer et penser à une idée, et on peut briser ça si on intervient trop vite. Sérieusement, respectez les introvertis. Vous voyez, par exemple, dans mon cas, c'est difficile pour moi quand dans mes groupes, il y a des moments de silence qui sont trop longs. Il faut que je me dise dans ma tête, OK, pas de panique, c'est normal, compte jusqu'à 6, ça va aller. Mais en même temps, des moments de silence trop longs, ça peut créer des malaises. C'est pour ça que notre 6e conseil est très utile. Conseil numéro 6. Rediriger ou reformuler la question. Une des choses qui aide le plus à favoriser la discussion dans le groupe, c'est rediriger la question vers le groupe. Par exemple, vous pouvez tourner vers les autres et dire « Vous, qu'est-ce que vous en pensez ?» Ne dirigez pas la question seulement vers une personne pour ne pas la mettre dans l'embarras. C'est très important que la personne ne se sente pas obligée de parler. Si personne répond à une question ou que vous avez l'impression que le groupe ne connecte pas vraiment, parfois, la meilleure chose à faire, c'est d'essayer de la reformuler autrement. Certaines personnes sont très analytiques, objectives, tandis que d'autres vont être plus intuitives, sensibles. Si on utilise encore l'exemple du pardon, certaines personnes vont réagir si la question est formulée comme « Le pardon, c'est quoi pour vous? » Tandis que d'autres vont réagir davantage avec une formulation comme « Comment vous vous sentez quand vous avez besoin de pardon? » Quand je me prépare pour une discussion, je prends toujours quelques minutes pour revoir les questions de discussion pour l'épisode. Ça m'aide à mieux maîtriser le matériel.
Et si vous avez l'impression qu'une personne dans votre groupe monopolise la conversation, ça peut faire en sorte que les autres participent moins. Dans ce temps-là, ce que j'aime faire, c'est juste de prendre quelques minutes pour parler à cette personne-là avant ou après une discussion, puis de lui rappeler c'est quoi l'objectif du petit groupe. Je lui demande son aide, en fait, pour favoriser la participation de tout le monde. Et voilà, c'était nos 6 conseils. OK. Je m'excuse de vous couper encore, mais là, je suis vraiment content de ça. J'ai travaillé beaucoup là-dessus. J'espère que vous allez aimer. Je veux vraiment vous illustrer le plus clairement possible de quoi devrait avoir l'air votre groupe alpha. C'est bon. Merci. Ça, c'est une illustration d'un groupe alpha. Laissez-moi vous faire les présentations. Ici, on a Doris. Ça, c'est l'animatrice du groupe. Ici, on a Poupée. Poupée, c'est son assistante. On a Barbie, qui travaille pour la voirie. Elle n'aime pas vraiment son travail. Elle trouve que ça ne fit pas vraiment avec sa personnalité. On a Pinocchio, qui est un invité. On a Batman aussi. Il a réussi à faire du temps dans son horaire pour venir. Et Monsieur Patate. Tout le monde connaît Monsieur Patate. Je vais vous illustrer un scénario idéal de votre groupe alpha. Ici, la boule sur la baguette représente le droit de parole. Dans une bonne discussion, la parole passe d'une personne à une autre, à une autre, à une autre. Et tout le monde a l'occasion de parler. Tout le monde a l'occasion de parler. Tout le monde se sent aussi à l'aise de garder le silence s'ils le veulent. L'animateur, lui, facilite la conversation et qui leur pose des questions pour les faire parler et participer. L'assistant, lui, il prie majoritairement. On ne la voit pas ici, elle est assez tranquille, mais elle prie pour ce qui est en train de se passer pour le groupe de discussion. Je vais vous donner d'autres scénarios maintenant de ce que vous voulez qui n'arrive pas dans votre groupe alpha. Le premier scénario ici. La parole est à Doris. Doris parle beaucoup. Et quand elle a fini de parler, elle ne se souvient pas qu'elle vient juste de parler. Elle parle tout le temps. C'est un scénario à éviter parce que les autres n'ont pas l'occasion de parler. N'oubliez pas, ce n'est pas une étude biblique, c'est une discussion. Le rôle de Doris est de poser des questions et de faire en sorte que tout le monde participe. Le deuxième scénario maintenant, c'est que Barbie et Pinocchio sont dans une grande conversation sur le mensonge. Pinocchio se sent concerné et fait extrêmement attention à ce qu'il est en train de dire parce qu'il a des problèmes physiques, lui, si jamais il fait une erreur là-dessus. Donc, ils sont dans une conversation ici, passionnée et qui dure longtemps et qui fait aussi en sorte que les autres ne sont pas inclus dans la conversation. Il faut ici que le responsable du groupe puisse les ramener à une conversation qui va inclure les autres personnes aussi. Scénario numéro 3. Monsieur Patate. Monsieur Patate a beaucoup d'illustrations. Monsieur Patate a plein d'histoires. Il était sorti et puis il a levé ses yeux pour pouvoir voir quelque chose au loin. C'est captivant. Tout le monde veut écouter Monsieur Patate raconter ses histoires, mais les autres n'ont pas l'occasion de discuter ensemble. Troisième scénario à éviter. Le quatrième scénario, il est celui de Barbie, qui a eu une journée difficile à la voirie et qui est frustrée de son travail. Elle entre dans une conversation ici plutôt enflammée avec Batman, qui a un tempérament plutôt bouillant. Et les deux se mettent à s'obstiner ici. Batman regarde Barbie et dit « Barbie, c'est ridicule ce que tu dis. » Et Barbie lui dit « Non, Batman, c'est toi qui es ridicule. » Et la chicane prend entre les deux. Le rôle de l'animateur ici, c'est de garder l'harmonie, d'amener tout le monde ici à pouvoir participer et à avoir une discussion qui est ouverte pour tout le monde. Donc, une bonne discussion devrait avoir l'air de ça et tout le monde a un rôle important à jouer dans cette équipe-là. Maintenant, je vais laisser Marie-Astrid et Talina vous expliquer plus en détail de quoi pourrait avoir l'air votre première discussion. À plus tard. On veut vous aider à être prêt pour votre premier temps de discussion avec votre groupe. C'est fort probable que vous soyez un peu nerveux le premier soir. Et ça va probablement aussi être le cas pour la majorité de vos participants. Donc, pour amorcer votre première discussion, commencez simplement par souhaiter la bienvenue à tous vos participants. Ensuite, prenez le temps de leur expliquer que l'objectif, dans le fond, c'est que vous ayez ensemble des conversations simples, honnêtes, où chacun va se sentir libre d'être lui-même et partager ses opinions. Pour vous présenter et briser la glace, vous pouvez utiliser un jeu ou deux pour apprendre les noms de chacun et apprendre à vous connaître.
À mon avis, un des jeux les plus efficaces, c'est le jeu des noms. Bon, OK, je sais que ça peut avoir l'air un peu enfantin, là, mais faites-moi confiance, ça marche. Chaque personne, dans le fond, va trouver un adjectif positif qui commence par la même lettre que le prénom. Comme par exemple, je pourrais dire « magnifique Marie Ah, c'est vraiment trop gentil. » ou je pourrais dire « ma tante Marie » aussi. Hé, c'est supposé être sympa. Ouais, non, j'avoue que ma tante Marie, on va oublier ça. Une fois que vous vous êtes présenté, c'est toujours intéressant d'entendre les gens nous dire pourquoi ils sont venus à Alpha. Donc, vous pourriez leur dire « Dites-moi, qu'est-ce qui vous a poussé à participer à un parcours Alpha ?» Et finalement, terminez la première rencontre en posant la question « Si Dieu existait et que vous avez juste une question à lui poser, qu'est-ce que ça serait? » La formulation de cette question-là est vraiment importante parce qu'elle va vous ouvrir sur le sujet de la foi et Dieu de façon non menaçante. J'ai pensé que c'était un bon petit moment pour prendre une petite pause ici, puis vous donner l'opportunité de tester tout ce que vous venez d'apprendre. Voici une petite simulation d'un scénario que vous pourriez rencontrer dans un de vos groupes de discussion. Formez des groupes de 6 à 8 personnes, nommez des animateurs et des assistants. Attribuez aux participants un personnage à jouer en particulier. Par exemple, une personne agitée, une personne qui pose plein de questions, le chialeux, celui qui est hors sujet, celui qui est super religieux. Ensuite, choisissez-vous un sujet qui n'est pas religieux. Par exemple, quel type de fast-food vous préférez? Si on devait avoir un nouveau jour férié, ce serait quoi? Ou quelle équipe sportive devrait changer de chandail cette année? Les animateurs doivent demander à leurs participants ce qu'ils pensent au sujet de ce qu'ils viennent tout juste d'entendre et comment ils se sentent par rapport à ça. Pratiquez-vous à répondre par d'autres questions ou des commentaires encourageants. Permettez aux participants d'exprimer leur opinion sans les reprendre, les mettre au défi ou les insulter. Ensuite, quand vous aurez terminé, prenez le temps de faire un compte-rendu ensemble. Posez la question, qu'est-ce qui va être le plus grand défi de l'animation de vos groupes? Qu'est-ce qui va pouvoir vous aider à stimuler les échanges le maximum? Il ne faut pas sous-estimer l'importance de la prière. À Alpha, on prie pour les participants, en silence tout au long du parcours. Et à plusieurs occasions, on prie avec les participants aussi. Ici, on veut présenter la prière d'une manière réfléchie. Pour la plupart des participants, c'est une expérience toute nouvelle. On vous encourage donc à ne pas prier avant les épisodes et les repas. La prière est intégrée graduellement dans le parcours. C'est un de mes temps préférés à Alpha. Quand l'introduction de la prière va avoir été faite, ça va être le temps de donner aux participants la possibilité de partager les requêtes. Ensuite, invitez-les à prier pour ces requêtes. Voilà comment vous pourriez diriger ce temps. Dites au groupe ce qui va se passer et que vous voulez faire l'essai de la prière. Assurez-vous, c'est vraiment important, que tous les participants savent dès le départ que personne n'est obligé de prier et que les requêtes de prière mentionnées restent confidentielles. Après que les gens aient eu l'occasion de partager des requêtes, vous pouvez commencer à prier en premier. En faisant des prières courtes, simples, sincères, vous allez apprendre à vos participants que c'est simple de parler à Dieu. Laissez-les prier. Ensuite, terminez ce temps par une courte prière. Ces moments-là sont incroyables. Vous allez entendre des prières comme « Dieu, je ne sais pas si tu existes, mais mon chum a un test important à passer cette semaine. Il a besoin de ton aide. Amen. » C'est tellement beau. Les gens ouvrent leur cœur à Dieu. Pour beaucoup de personnes, c'est probablement la première fois qu'ils vont prier à voix haute. Puis même pour d'autres, ça va être la première fois qu'ils vont prier tout court. Je me souviens, dans mon dernier parcours Alpha, la première personne qui a prié à voix haute, c'était celle qui était nouvelle dans la foi. Dès le 6e épisode, vous pouvez terminer votre temps par la prière. Continuez de donner l'exemple vous-même en faisant des prières courtes, simples et sincères. Donnez aussi la possibilité aux gens de partager des requêtes de prière. La fin de semaine Alpha et l'épisode sur la guérison donneront davantage l'occasion aux participants d'apprendre à prier. La prochaine séance de formation se concentre sur 2 choses, le ministère de la prière et la fin de semaine Alpha. On va couvrir tout ça en détail dans la 3e séance de formation. Voilà, c'est tout. C'est les 3 éléments qu'un animateur de petit groupe doit faire. Aimer, discuter et prier. Des groupes Alpha se donnent dans toutes sortes de contextes différents, comme par exemple dans des prisons. Dans un épisode Alpha, un détenu a dit un jour «
c'est la première fois qu'on m'a demandé ce que je pensais. C'est touchant, hein? Cet homme-là, il s'est senti aimé simplement parce qu'une personne avait osé lui demander ce qu'il pensait. Toute une aventure se dessine devant vous. Vous allez voir, animer un groupe alpha va être un défi, mais ça va aussi être une des expériences les plus enrichissantes que vous allez vivre. J'apprends tellement sur la vie, la foi et Dieu en écoutant les participants durant les conversations. Voir des gens s'ouvrir à Dieu et découvrir son amour simplement et honnêtement, et les voir se développer des amitiés, c'est réellement un privilège. Je suis toujours un peu nerveuse à l'idée d'animer un nouveau petit groupe. Mais chaque fois, ce qui me rassure, c'est de me rappeler que c'est Dieu qui change des vies, c'est pas moi. Nous, notre rôle, c'est simplement d'être disponible entre ses mains. Dieu aime être à l'œuvre dans la vie de des gens ordinaires comme nous, des gens qui se sentent nerveux, qui se sentent non qualifiés, mais qui sont disposés à se présenter et à aider. Écoutez sincèrement les participants et soyez à l'écoute de Jésus. C'est pas tant vos mots qui va faire une différence, c'est beaucoup plus votre attitude. Oh! Je m'excuse de couper encore. Je sais que la musique était commencée et que vous pensiez que c'était fini, là, mais il y a un petit élément que je veux mentionner en terminant comme ça. J'aimerais vous lancer un défi. Prenez le temps de prier cette semaine. Demandez à Dieu qui vous pourriez inviter. Vous n'avez pas besoin de mettre cet effort-là sur vous. Dieu peut faire le travail, mais prenez le temps de demander à Dieu qui pourrait être intéressé à participer à votre prochaine discussion alpha. OK? Donc là, je vous laisse. La musique peut repartir. On se voit à la prochaine rencontre.